le jour particulier qui est ce 5 novembre, puisque le 5 novembre, c'est l'anniversaire, jour pour jour, de la remise du rapport Gallois au Premier ministre, qui a précédé de peu d'heures, puisque dès le 6 novembre a été annoncé le pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, eh bien les décisions qui ont été tirées immédiatement par le gouvernement de ce rapport qui a été exceptionnellement suivi, puisque vous savez que la quasi-totalité en réalité des propositions faites par M. Gallois ont été prises en compte par le gouvernement. Il se trouve que hier, j'accompagnais le Premier ministre à Saint-Étienne pour un déplacement organisé à l'occasion de l'anniversaire de ce pacte avec Arnaud Montebourg, Fleur Pellerin et Geneviève Fioraso. Et donc, c'est adapté, plus qu'adapté, de venir en parler avec vous et de faire un premier bilan. Je vais faire une petite incise, puisque vous avez évoqué le sujet, Monsieur le Président, sur la situation européenne. Puisqu'il se trouve qu'aujourd'hui, la Commission européenne a rendu ses prévisions de croissance, de déficit, de finances publiques, et il est important d'en connaître les résultats. Que disent-elles? Je le dis de manière télégraphique. Premièrement, la zone euro, qui va connaître encore la récession en 2013, sort de la récession. Il y a cette année 8 pays qui seront en récession en 2013. Il y en aura 2 seulement l'année prochaine. Et donc, le taux de croissance de la zone euro reviendra positif. S'agissant de la France, et c'est important au moment où, encore une fois, nous sommes dans l'examen du projet de loi de finances, les prévisions de croissance que nous avons faites sont validées. La Commission européenne dit 0,2% en 2013. C'est un peu plus que ce que nous avons annoncé, puisque nous sommes sur 0,1. Enfin, désormais, le consensus est plutôt déplacé sur 0,2. C'est ce que dit à la fois le FMI, c'est ce que dit la Commission européenne, c'est ce que dit l'INSEE comme prévision pour cette année. Ça ne me conduit pas à changer nos prévisions de croissance, mais je dis que là, nous avons été tout à fait prudents. Notons, car c'est important, que avant l'été, c'est-à-dire au mois de juin, les chiffres de la Commission européenne étaient à moins 0,1 et le consensus des économistes était à moins 0,3. Conclusion de tout ça, nous sommes déjà sur un rythme de croissance de 1% aujourd'hui, annuel, avec un profil un peu heurté, un deuxième trimestre qui était très bon, un troisième qui le sera probablement un peu moins, et un quatrième qui marque un sursaut net de l'activité. J'en prends à témoin un chiffre, qui est les chiffres que nous avons connus hier, de reprise du marché automobile, à la fois Renault, ce qui n'est pas nouveau, et PSA aussi, qui est repassé dans une situation plus favorable. Enfin, la Commission européenne dit 0,9 pour 2014, c'est le même chiffre que nous. Là encore, je pense que notre prévision est prudente, et 1,7 en 2015. 1,7, c'est un chiffre de croissance qui permet cette fois-ci des créations nettes d'emplois, qui permettent de faire en sorte que l'inversion de la courbe du chômage soit durable et ait un contenu plus important en emplois marchands. Tout ça valide une stratégie à la fois européenne et nationale. Européenne, je viens devant vous régulièrement depuis 18 mois, et il y a un an, la question qu'on se posait ici, au début de l'examen du projet de loi de finances au Sénat, c'était: est-ce que l'euro va survivre? Est-ce que la Grèce va rester? Je me souviens de quelques nuits que j'y ai passées dans le mois de novembre et décembre 2012. Est-ce que Chypre va être consolidé? Est-ce que tout ça ne va pas introduire un risque de défaisance de l'euro? Nous avons fait face cette année. Des programmes ont été mis en place, des réponses nationales ont été apportées, la Banque centrale européenne a donné les signaux utiles, et je veux le souligner ici. Monsieur Draghi a eu des paroles importantes. C'était à l'été 2012 quand il a dit "whatever it takes", autrement dit en bon français, quoi qu'il arrive, nous ferons ce qu'il faut pour sauver l'euro. Là, les choses ont été sécurisées. Et désormais, et la pérennité, et l'intégrité, et la stabilité de la zone euro sont garanties. Et du coup, cette zone euro sort de la récession. Dans ce contexte, la France fait mieux que la zone euro en 2013, est en ligne pour 2014, et en 2015 devrait retrouver des niveaux de croissance qui sont des niveaux de croissance plus conséquents. Et donc, la sortie de la récession, elle est faite, et la reprise s'annonce crédible, solide. À nous de faire en sorte qu'elle soit solidifiée. Et je disais, il y a la dimension européenne, il y a aussi la dimension nationale. Un dernier mot sur la dimension européenne, puisque vous avez évoqué des pays hors zone euro. J'imagine, peut-être vous faisiez allusion au Royaume-Uni, qui, c'est vrai, a des taux de croissance actuellement plus spectaculaires. Mais notons quand même qu'il faut toujours raisonner en base.
et qu'ils partent d'un point qui est plus bas. La France, elle, va retrouver le niveau de croissance, il n'y a pas à s'en glorifier, à la fin 2013 qu'elle avait en 2008. Elle sera le deuxième grand pays de l'Union européenne à le faire après l'Allemagne. Nous sommes très loin de cette situation au Royaume-Uni qui a connu des performances macroéconomiques extrêmement médiocres pendant les 5 années où a duré la crise. Et puis il y a les facteurs nationaux. Et ces facteurs nationaux, c'est que la politique qui est suivie est sérieuse, à la fois sur le plan des finances publiques, le redressement des finances publiques, car la Commission européenne note aussi notre trajectoire de déficit, 5,3 en 2011. C'eût été à nouveau 5,3 en 2012 si nous n'avions pas pris les mesures d'ajustement nécessaires. Ça a été 4,8, 4,1 en 2013. Et en 2014, nous serons à 3,6 ou 3,8, nous sommes dans l'épaisseur du trait, et nous serons en dessous de 3% en 2015. Je tiens à le dire d'ailleurs, puisqu'il y a une petite ambiguïté là sur ce sujet-là. La Commission européenne dit 3,7, mais elle raisonne en conventionnel, c'est-à-dire sans prendre en compte les mesures d'ajustement supplémentaires déjà prévues pour 2015, et donc nous sommes tout à fait sur la trajectoire. Nous serons à 3,6 cette année, parce que je maintiens ces chiffres, et nous serons en deçà de 3 en 2015. Et dans tout ça, au-delà de la macroéconomie, au-delà du redressement des comptes publics, il y a l'ambition économique du pacte des compétitivités sur lequel maintenant je veux arriver. Parce que c'est l'acte économique majeur, je dirais fondateur de la politique économique. De quoi parle le pacte? D'abord, d'un diagnostic de déficit de compétitivité de la France que nous avons établi dès notre arrivée aux responsabilités. Pendant la campagne présidentielle, ça avait déjà été montré par le président de la République. Je veux rappeler qu'à l'époque, celui qui était candidat avait dit le premier chapitre, ça doit être le redressement productif. Et la première proposition, c'était la création de la Banque publique d'investissement. Et puis j'avais moi-même dressé ce diagnostic devant vous lors de nos tout premiers échanges sur les comptes de la France en juin 2012, à l'occasion du débat d'orientation sur les finances publiques. Et évidemment, Louis Gallois a étayé de manière très solide ce diagnostic. Et sur la base du diagnostic en question, nous avons défini des voies d'action qui nous permettent de redresser la compétitivité de l'économie française, tout en restant fidèle à une ambition réformiste. En particulier, j'ai la conviction qu'il est possible de renforcer le tissu productif français et de garantir son insertion harmonieuse sur le long terme dans les échanges mondiaux grâce à une compétitivité que j'appellerais positive et pérenne, basée non pas sur l'écrasement des salaires, l'accroissement des inégalités et le moins-disant social, mais sur l'investissement, l'innovation, la productivité. Vous évoquiez le PEA, Monsieur le Président. Hier soir, je participais à un débat à l'Assemblée nationale, dans la Commission des affaires économiques cette fois-ci. C'était une plénière, en fait, délocalisée à la Commission des affaires économiques, en présence de Louis Gallois. Et il disait il faut miser sur l'innovation, la montée en gamme et pas l'austérité. Je fais mienne cette formule. En effet, ce n'est pas le moins-disant social, ce n'est pas les inégalités, ce n'est pas l'écrasement des salaires qui sont la solution, mais c'est bien une attitude beaucoup plus offensive. Alors, quels sont les ingrédients clés de cette compétitivité positive? Nous le mettons en place depuis un an. D'abord, un cadre fiscal qui soit favorable à l'investissement et l'innovation pour permettre aux entreprises de se doter d'outils plus performants. Ensuite, une organisation du travail améliorée grâce à la réforme du marché du travail. Une véritable stratégie d'investissement par la puissance publique. Une réglementation qui améliore l'environnement des entreprises. Un financement de l'économie qui répond aux besoins des entreprises, à la fois en matière d'endettement et en matière de fonds propres. Tout ça, pour quoi faire? Pour grandir, pour former, pour innover. Hier, je citais le Premier ministre à Saint-Étienne, il a dit nous ne faisons pas de cadeaux aux patrons. Nous faisons en sorte que les entreprises puissent investir pour développer la croissance et de la sorte pour pouvoir embaucher. L'idée, c'est au final d'améliorer la productivité globale de l'économie qui a ralenti dans la dernière décennie, dans de nombreuses économies avancées, donc de redresser notre compétitivité. Oui, il y a là une politique qui est une politique de l'offre, elle n'est pas exclusive d'une action sur la demande et sur le pouvoir d'achat qui s'est renforcé de manière très significative du fait de la chute de l'inflation dans la zone euro qui est à des niveaux historiquement faibles, 0,7, 0,8 points pour cette année. Mais il y a bien cette amélioration de l'offre productive qui est une volonté du président de la République, qui est l'action du gouvernement. Et donc, il y a une action qui est menée à la fois hors coût et sur les coûts. Sur les coûts, il y a le coût du travail, grâce au CICE, je vais y revenir. Il y a le coût de la recherche-développement, avec la consolidation
et l'extension du crédit d'impôt recherche, que je revendique tout à fait. Je pense que ça nous permet de résorber progressivement notre gap en matière de recherche, de développement, d'innovation. Il y a le coût du financement interne et externe, grâce à la réorganisation en profondeur du financement de l'économie. Et parlant du financement de l'économie, je mentionnerai la réorientation de l'épargne vers les entreprises, la création de BPI France, la création du PEA-PME, dans le cadre du PLF 2014 que vous examinez. Toutes ces politiques qui agissent sur l'offre productive, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles doivent s'inscrire dans la durée. Elles ne peuvent produire d'effet que dans le temps long, pour pouvoir être intégrées dans les décisions des entreprises, pour porter leurs fruits. Et donc il y a un mouvement de rénovation, de réforme des structures économiques du pays, de grande ampleur, en même temps qui conforte notre modèle social, mais ces outils s'inscrivent dans le temps long. Et notamment, M. Gallois avait demandé, et le président de la République a confirmé la sanctuarisation d'un certain nombre de dispositifs fiscaux. Parmi ceux-ci, je veux mentionner le crédit d'impôt recherche, qui est tout à fait fondamental pour maintenir l'attractivité, la force, la créativité de nos entreprises. Et donc, si vous voulez, sur le message général que je voudrais qu'on retienne, c'est que le pacte de compétitivité, c'est un choix politique. C'est une orientation de redressement de l'offre productive. Et c'est une orientation que je ne vois pas quel gouvernement avait pris avant nous dans cette ampleur. Nous avons fait ce choix parce que nous pensons que la compétitivité des entreprises, c'est l'intérêt de la France et c'est in fine l'intérêt de sa jeunesse. Voilà la logique générale. J'en viens maintenant au bilan sur lequel vous m'interrogiez, Monsieur le Président. Premier élément à signaler, il est majeur, c'est que la très grande majorité des 35 mesures du pacte présenté il y a un an a d'ores et déjà été mise en œuvre, et Louis Gallois a pu en attester devant le Président de la République. Je commence par le CICE. C'est la mesure phare que nous avons mise en place de manière accélérée, avec le soutien de la représentation nationale. Plusieurs remarques à ce sujet. Nous sommes engagés dans un exercice de transparence absolue quant à l'utilisation du CICE par les entreprises. Il y a un comité de suivi partenarial qui a été mis en place pour la bonne information de la représentation nationale. Vous y êtes attachés, nous vous devons cette transparence. Deuxièmement, ce comité de suivi a rendu un rapport qui certes est encore préliminaire, mais qui montre que la montée en puissance du dispositif est rapide. Le taux de recours devrait être de 97% l'an prochain et que les entreprises s'approprient pleinement le dispositif. Il y a eu un bruit de fond que certains ont cherché à entretenir il y a quelques mois sur la supposée complexité du CICE. En fait, ce que révèle le rapport du comité de suivi, c'est une appropriation déjà très forte du CICE par les acteurs économiques, c'est-à-dire tout à fait conforme à ce que m'en disent les chefs d'entreprise que je rencontre régulièrement sur le terrain. Relevons, et c'est le troisième point, que les premiers travaux d'évaluation confirment qu'une part importante du CICE bénéficie à l'industrie. Vous savez qu'il y avait eu ce débat sur est-ce qu'on va plus haut que 2,5 SMIC jusqu'à 3,5 SMIC ciblant l'industrie, ou est-ce qu'on va plus bas privilégiant l'emploi et les services, et nous avions choisi un compromis, 2,5 SMIC. Eh bien, ça touche l'industrie, puisque le dispositif bénéficie en effet à hauteur de 20% à l'industrie. C'est beaucoup plus que la part de l'industrie dans l'économie française. Je parle uniquement de l'effet direct, parce qu'il y a un effet en quelque sorte de second tour, c'est-à-dire que ça va bénéficier à l'ensemble de l'économie par son impact sur les autres secteurs, sous la forme d'une baisse des prix des consommations intermédiaires. N'oublions pas qu'aujourd'hui, services et industrie sont étroitement liés. Je pense que ça n'a pas de sens, en vérité, de les opposer. Et c'est ça, c'est aussi de la baisse des prix qui se diffuse dans l'économie. Quatrième remarque sur le CICE, le montant des préfinancements progresse avec constance. Là aussi, j'avais entendu des chiffres donnés, un ancien Premier ministre avait dit 430 millions d'euros tout mouillé. Nous sommes déjà à environ 1 milliard pour BPI France. Fin septembre, il y a plus de 10 000 dossiers de préfinancement qui avaient été reçus par BPI France pour un montant de 920 millions d'euros. Plus de 58% provenaient de petites entreprises. Et là encore, il ne faut pas confondre CICE et préfinancement. Toutes les entreprises n'ont pas besoin de préfinancement. Le préfinancement, d'ailleurs, a un coût. Non, il est fait pour celles qui ont des besoins de trésorerie pour pouvoir bénéficier du CICE. Et donc, la plupart des organismes s'accordent à dire que le CICE, qui est assis sur la masse salariale pour 2013, a déjà eu un effet incitatif dès 2013, et qui leur a permis de créer des emplois ou de prévenir des destructions d'emplois de l'ordre de 30 000 emplois. C'est l'hypothèse, en tout cas, inscrite par l'INSEE dans sa note de conjoncture, l'INSEE étant, comme vous le savez, un institut de prévision indépendant.
Enfin, le rapport du comité de suivi, c'était important pour Arnaud Montebourg comme pour moi, souligne qu'à la suite des actions du gouvernement au printemps et des consignes qui ont été données, les abus des entreprises donneuses d'ordre dans le cadre des relations contractuelles, ce qu'on a pu appeler le racket au CICE, tout ça est en train de disparaître. Il n'y a plus de recours en la matière devant le médiateur inter-entreprise à l'heure où je vous parle. Et c'est un effet positif des messages et des consignes qui ont été donnés. En même temps, le pacte pour la compétitivité, c'est sans doute d'abord le CICE, mais ce n'est pas que le CICE. Je m'arrête sur deux piliers du pacte. D'abord, le financement des entreprises et l'innovation. Le financement des entreprises, ça m'a beaucoup mobilisé pendant la première année de mandat. Et avec vous, j'œuvrais à une mobilisation massive de financement à destination des entreprises dans le cadre du pacte de compétitivité. Et je garde d'ailleurs un très bon souvenir des débats que j'ai eus ici au Sénat, puisqu'on a été bien au-delà de la majorité sénatoriale pour adopter aussi bien la BPI que la réforme bancaire, sur laquelle nous avons eu, vous en souvenez, Monsieur le Président, je crois, des débats de qualité. Vous les avez soulignés comme tels. BPI France a permis d'accompagner près de 60 000 entreprises sur les 9 premiers mois de l'année. 1,5 milliard d'euros de trésorerie a été injecté dans l'économie grâce au dispositif de préfinancement du CICE, du crédit d'impôt recherche et du dispositif de trésorerie offert par la BPI. Une vraie bouffée d'oxygène pour nos entreprises, en particulier les PME qui le disent. Notons aussi que l'encours de crédit aux sociétés françaises non financières est aujourd'hui quasiment stable, alors qu'il se contracte dans la zone euro. Donc il y a un financement, je dirais, non pas généreux, mais solide de l'économie. Enfin, les entreprises se financent à l'heure actuelle à des niveaux historiquement bas, inférieurs à la moyenne en zone euro, y compris pour les PME qui se financent en moyenne 90 points de base moins cher que la moyenne en zone euro. Là aussi, c'est la reconnaissance d'une signature solide de la France. Je me souviens de petite musique qu'on entendait au début de ce mandat. Attention, la France va décrocher, et quand, etc. Non, nos spreads se sont plutôt réduits depuis lors. Par ailleurs, on a engagé le chantier ouvert par le rapport Gallois d'un meilleur accès des entreprises au financement de marché, et pour le dire plus globalement, à des sources de financement autres que bancaires. Il y a une évolution qui est inéluctable devant nous, et on le sait, on va passer à un système plus désintermédié. Et il faut donc progressivement, tout en gardant au secteur bancaire tout son rôle, et nous l'avons réformé, sortir les entreprises de leurs relations unilatérales avec les banques. Et il y a eu des réformes engagées dans ce sens-là. Je mentionne la réforme du Code des assurances, qui a déjà permis d'améliorer entre 5 à 10 milliards d'euros de l'argent géré par les assureurs vers la dette d'entreprise, et la réforme de l'assurance vie, qui sera présentée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, en sera une autre. Concernant l'innovation, c'est le deuxième pilier que je voulais souligner, vous avez relevé que nous sommes dans une démarche d'étamine d'approfondissement des mesures du pacte de compétitivité. Le PLF 2014 va permettre de lancer un nouveau PIA à hauteur de 12 milliards d'euros, qui est un des dispositifs incitatifs du budget. Il est financé par un versement du budget de l'État vers le compte des opérateurs du Trésor en 2014, 12 milliards de dépenses budgétaires, sans changer pour autant le besoin de financement de l'État. Les décaissements sont ensuite étalés dans le temps par une montée à puissance des appels à projets du PIA 2 à partir de fin 2014, en relais du PIA 1 pour des décaissements à partir de juin 2014 et surtout 2016. Le PIA 2 est aussi financé par une gestion active et responsable du patrimoine de l'État. Là, je réponds à votre question, Monsieur le Président. Comme annoncé par le Premier ministre, des cessions de participation contribueront au financement du PIA 2. Elles seront faites là encore dans le temps, tout comme les décaissements du programme. Le solde sera intégré aux besoins de financement de l'État. Et donc, l'impact sur les finances publiques de tout ça est limité grâce à des modes de financement vertueux, des prêts, des investissements en fonds propres, qui créent des actifs pour l'État et qui ne comptent pas. Je sais que M. Gallois y est très attaché dans le déficit maastrichtien. Il y a aussi des avances remboursables qui donnent lieu à des retours financiers qui viennent diminuer le déficit maastrichtien. Enfin, il y a des dotations non consommables qui ont un impact limité au montant annuel des intérêts. Et au total, les subventions sont en fait limitées à 32% du programme total. In fine, l'impact des investissements d'avenir ne serait que de 4,7 milliards d'euros
entre 2014 et 2017 sur la dette et de 3,8 milliards d'euros sur le déficit, ce qui montre l'efficacité de ce financement. J'en viens à l'investissement avec d'autres mesures, comme le statut de jeunes entreprises innovantes. Je me suis rendu il y a peu de temps à Angers, où, à côté de Daniel Raoul et de quelques autres, nous avons lancé la mesure. Aujourd'hui, les incitations ou les exonérations sont dégressives. Elles seront maintenues pendant 8 ans. Deuxièmement, le dispositif est étendu aux dépenses d'innovation stricto sensu, ce qui permet de s'approcher du marché, ce qui est un problème essentiel pour ces JEI. L'impact des mesures que j'évoque sera amplifié par le plan innovation élaboré par Geneviève Fioraso et Fleur Pellerin, présenté hier par le Premier ministre et aujourd'hui par les ministres. Il s'articule autour de 4 objectifs: promouvoir l'innovation pour tous, notamment en sensibilisant tôt les élèves aux enjeux de l'innovation, encourager une innovation ouverte, en particulier au travers d'échanges accrus entre laboratoires publics et privés, mobiliser l'innovation pour la croissance, en renforçant la communauté des acteurs qui financent l'innovation, enfin, mieux évaluer les politiques d'innovation publique. Dans ce cadre, l'État poursuit son effort de financement de l'innovation avec conviction. Le Fonds national d'innovation sera doté de 240 millions d'euros pour financer l'innovation sous toutes ses formes, protéger aussi le savoir-faire français. De plus, 1,1 milliard d'euros sera mobilisé par des fonds de capital risque spécifiquement dédiés aux entreprises innovantes et de croissance. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques remarques que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Je pense sincèrement que ce pacte de compétitivité est complet, qui commence à porter ses fruits, que nous avons suivi un calendrier vigoureux de déploiement de ces mesures. Je sais en même temps que rétablir la compétitivité, qui avait été fortement dégradée, est une entreprise de longue haleine, qui va mobiliser le gouvernement et la représentation nationale, là aussi dans la durée. Et en même temps, j'ai une conviction absolue, comme ministre de l'économie et des finances, et les deux vont ensemble, c'est que cette approche de la compétitivité, elle est notre meilleure chance pour l'économie, pour l'emploi, pour l'investissement, et qu'il faut résolument continuer dans ce sens du renforcement de notre offre productive, en même temps que nous redressons nos comptes publics. Je sais que la représentation nationale et le Sénat, notamment, sera vigilant sur sa mise en œuvre. Je suis évidemment toujours à votre disposition pour aller plus loin. Monsieur le ministre, nous allons à présent, et à partir de l'exposé que vous avez fait, vous poser quelques questions, et à tout seigneur, tout honneur, n'est-ce pas, le rapporteur général va vous poser des questions à la fois amicales, mais je pense qu'ils iront aussi un peu au fond des choses. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si c'est un seigneur, en tout cas c'est un honneur de pouvoir interroger aujourd'hui le ministre Pierre Moscovici. Je vous remercie d'ailleurs de son exposé assez exhaustif. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui à une date anniversaire, en gros, sur la mise en œuvre d'un dispositif qui avait été initié suite au rapport Gallois. Nous avions auditionné M. Gallois, nous avons eu le sentiment qu'il y avait de nombreuses pistes intéressantes. Je remercie d'ailleurs le ministre et ses services des éléments de réponse détaillés qu'ils nous ont apportés ces derniers jours dans le cadre de notre réflexion sur ce sujet et dans le cadre de la préparation de notre discussion budgétaire qui ne saurait tarder en séance publique au Sénat. Je note aussi dans les précisions qui ont été données que le préfinancement du CICE, qui est la mesure phare de l'ensemble de ces 30 et quelques mesures mises en œuvre par le gouvernement, a eu un écho favorable puisque, vous l'indiquiez, Monsieur le Ministre, on avait fixé à la BPI un objectif de 800 millions d'euros pour le préfinancement du CICE. Nous en sommes aujourd'hui à quelques semaines de la fin de l'année civile à plus d'1 milliard et à 11 200 dossiers, si mes chiffres sont exacts, à la fin octobre. C'est donc dire que l'objectif est atteint, voire dépassé, que les banques ont elles aussi sans doute contribué, même si on a du mal à recenser les éléments d'information utiles à cet égard. Mais une première question peut-être nous vient à travers les commentaires qui ont pu être faits et les éléments qui apparaissent dans
le rapport du comité de suivi du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi que nous avons pu avoir ces derniers jours. C'est un rapport d'octobre. Et celui-ci porte sur la sectorisation de cet outil et en particulier sur le questionnement récurrent, est-ce qu'on aide assez l'industrie, les entreprises exportatrices? C'est une question qu'il est naturel de se poser, mais vous l'avez dit vous-même, au-delà des chiffres bruts, il faut tenir compte des effets de second tour, une expression que les élus connaissent bien. Et oui, le second tour, c'est le plus important. Et il y a dès lors un renfort substantiel de la contribution à l'industrie dès lors que l'industrie bénéficie de prestations émanant de sociétés de services, de sociétés en amont. Et on a bien le sentiment que l'industrie bénéficie assez largement du dispositif, les sociétés exportatrices aussi. Mais au demeurant, la question est simple, est-ce que si on souhaitait recentrer le CICE sur l'industrie et les secteurs exportateurs de manière encore plus significative, les règles de droit européen le permettraient-elles? C'est une question, je pense, sur laquelle on peut réfléchir quelques instants. J'évoquerai ensuite, en deuxième point, le thème de la compétitivité. Et j'ai noté, relativement à cette question de la compétitivité, dans les éléments d'information que vos services nous ont apportés, Monsieur le Ministre, que sur les investissements directs étrangers entrants, la France se situe devant l'Allemagne en stock comme en flux. Et je note que la France se situe devant l'Allemagne sur 8 des 10 dernières années pour les investissements entrants. Ce qui donne à penser que ces investisseurs internationaux qui regardent l'Europe ont tendance à considérer que la situation de la France reste tout de même relativement compétitive pour l'accueil de ces investissements entrants. Et je note d'ailleurs que d'après le GNUSED, les flux d'investissements entrants se sont établis à 20 milliards d'euros en France en 2012, en baisse de 8 milliards par rapport à 2011, ce qu'on peut expliquer par la conséquence de la crise, mais de seulement 5 milliards d'euros en Allemagne, 4 fois moins, en baisse de 30 milliards par rapport à 2011. Donc, je crois pouvoir constater là, d'après les chiffres donc officiels qui nous sont communiqués, que la France conserve une position qui n'est pas nécessairement la plus défavorable à tous égards. On pourrait même dire quelque part le contraire. Et je voulais vous poser une question à cet égard, puisqu'il est envisagé qu'en Allemagne, on puisse disposer prochainement d'un accord sur les salaires et que, en l'occurrence, le différentiel de compétitivité entre la France et l'Allemagne pourrait s'en trouver modifié, puisque dans le cadre du pacte de coalition, il est probable que soit institué un salaire minimum national de 8,5 € brut par heure. Et la question qu'on peut se poser, quelle est votre appréciation sur ce point, Monsieur le Ministre? Quelles seraient, à première vue, les conséquences en matière de compétitivité? Quelle est votre position en ce qui concerne aujourd'hui ce débat européen sur l'émergence de cette ambition d'un SMIC européen? Quelles sont les avancées prévisibles de ce point de vue? J'en viens au-delà de ces questions aux PME, puisque, bien entendu, c'est un sujet de préoccupation pour nous tous. Et j'ai bien noté que la décision numéro 32 avait visé à accompagner le développement des PME de croissance innovante en mobilisant l'achat public. Différentes mesures ont été prises. Je ne vais pas les recenser. Mais je crois qu'il y a de nouvelles mesures sur l'innovation des PME qui sont annoncées, qui l'ont été hier. Vous avez évoqué ce sujet il y a un instant. Mais il me semble que nous avons tous à être vigilants pour que les PME puissent bénéficier de conditions optimales pour cet effort d'innovation que nous appelons tous de nos vœux. Peut-être pourriez-vous préciser un peu plus dans le détail en quoi ces dispositifs sur l'innovation, la recherche et l'accompagnement, le financement spécifique
de corporate venture qui peuvent être mises en place à travers ces nouveaux dispositifs peuvent être une réponse appropriée à cette attente des PME aujourd'hui. Deux dernières questions, si vous voulez bien, Monsieur le Président. La première, sur l'outil que constitue la garantie des crédits de trésorerie aux entreprises. C'est un outil que la BPI a mis en place depuis le début de l'année. Elle dispose pour ce faire d'une enveloppe de 500 millions d'euros et il semblerait que ce produit ait été particulièrement demandé par les entreprises. Est-ce qu'il faut en déduire que les banques commerciales deviennent plus frileuses ou cela traduit-il une dégradation de la santé des entreprises françaises? C'est une question qu'on peut se poser et j'aurais tendance à poser la question relativement au contexte bancaire puisque la Fédération des banques que nous avons rencontrée pas plus tard que jeudi dernier, Monsieur le Président, mardi dernier, nous indiquait qu'il y avait aujourd'hui un recul de la capacité d'intermédiation bancaire et que on devait s'attendre à des effets pervers de toutes ces réglementations européennes aujourd'hui, BAL 3 et autres, et que il y avait sans doute des effets à attendre. Peut-être pourriez-vous nous apporter quelques précisions. Enfin, dernier point sur la fiscalité. Ma question porte sur les assises de la fiscalité des entreprises en 2014. Est-ce que vous pourriez préciser de quelle façon le Parlement sera associé à la réflexion autour de cette recherche aujourd'hui d'objectifs ambitieux concernant les conditions de fiscalité qui vont être mises en place d'une façon durable, avez-vous souhaité, et nous le souhaitons aussi, avec une visibilité pour toutes les entreprises et une durabilité de ce dispositif fiscal. Comment le Parlement sera associé à ce travail, cet important travail de mise en place d'un dispositif fiscal pour les entreprises? Voilà, Monsieur le Président. Quelques sujets, sans doute. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Ce n'est pas exhaustif. Je voudrais me permettre une dernière et très brève question, Monsieur le Ministre. Dans son dernier avis public, le Haut Conseil des finances publiques a estimé, c'est ce qu'il nous dit, que le crédit d'impôt compétitivité emploi ne permettrait pas de créer 90 000 emplois, ce qui est la prévision du gouvernement, et il a étayé son raisonnement en rappelant que les effets d'un crédit d'impôt ne peuvent pas être équivalents à ceux d'un allègement de charges. J'aurais souhaité connaître votre réaction vis-à-vis de cette analyse livrée par le Haut Conseil et vous demander ce qu'il y a de vrai dans les commentaires que l'on entend ici ou là, selon lesquels le gouvernement envisagerait peut-être de modifier les modalités du crédit d'impôt pour précisément le transformer en un allègement de charges pur et simple. Alors, il ne s'agit naturellement pas d'annonce du gouvernement, mais de commentaires issus parfois de milieux que l'on peut considérer comme bien informés. Donc, comme c'est vous qui, par définition, êtes le détenteur de l'information, il serait utile que vous puissiez nous dire ce qu'il y a de vrai, le cas échéant, dans ces commentaires. Bien. D'abord, les questions du rapporteur général, certes, sont amicales, mais pointues, en effet, comme toujours. Quelques éléments de réponse. D'abord, sur l'industrie et l'engagement du CICE. Dans son premier rapport, le comité de suivi a montré que les gains pour l'industrie et pour le commerce étaient similaires. Et à partir de ce moment-là, ça interroge sur faut-il centrer davantage sur l'industrie ou pas. C'est un débat qui pourra se poursuivre dans les années qui viennent en fonction des travaux du comité de suivi, mais ce qui est clair, c'est que le CICE a un double objectif. Il a été dessiné comme ça. Soutenir la compétitivité des entreprises, notamment industrielles, et aussi soutenir l'emploi, les bas salaires. Le débat, il a eu lieu
pour un montant quand même assez considérable, ce sera 20 milliards en 2014. La question c'était est-ce qu'on va jusqu'à 3-5 SMIC? À ce moment-là, il y avait un effet industrie, ou est-ce qu'on tape plus bas? Et dans ce cas, il y avait un effet emploi. On a tapé en quelque sorte au milieu, pardonnez-moi de parler comme ça, en visant à la fois l'industrie et les services. Et je le répète, en tout cas, pour ce qui me concerne, je pense que c'est la bonne mesure. Nous avons besoin dans ce pays d'une industrie forte. Je ne me satisferai pas d'une France sans usine, d'une France sans industrie. Je suis moi-même élu d'un territoire très industriel, le pays de Montbéliard. Je n'imagine pas que nous sacrifions notre industrie. En même temps, n'opposons pas industrie et services. Et nous avons aussi besoin d'avoir des services, notamment des services associés à l'industrie, qui soient puissants. Et je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans à peu près le cadre, puisque nous avons tout de même les entreprises industrielles qui perçoivent 20% du bénéfice du CICE, alors qu'elles ne pèsent que 13%, ce qui est trop peu, de la valeur ajoutée totale de l'économie. Les entreprises exportatrices, comme vous l'avez souligné, reçoivent environ les 2/3 du montant du crédit d'impôt. Et si la part se limite à un peu moins de 10% pour les grandes entreprises exportatrices, c'est simplement parce que ça correspond à leur part dans l'emploi marchand total. Et au-delà de ces statistiques qui vous sont familières et qui, je pense, sont parlantes, je veux insister sur les effets du second tour chers au président Marini. Les entreprises les plus exposées à la croissance bénéficient indirectement des baisses de prix dans les secteurs les moins exposés. La baisse de prix, c'est aussi la compétitivité. Et parmi les entreprises non exportatrices, le CICE peut leur conférer un coup de pouce décisif qui leur permet justement d'accéder à l'international. Vous avez soulevé indirectement un autre problème qui est celui de la grande distribution. Il faut s'assurer en effet que le bénéfice du CICE ne sera pas capté, au lieu de se traduire par des emplois ou par des baisses de prix. Je ne pense pas que la solution soit à trouver dans une taxation spécifique du secteur. En revanche, il faut absolument s'assurer que les mécanismes qui encadrent les relations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs fonctionnent correctement. Et nous nous y employons. Nous sommes en ce moment même en pleine négociation commerciale annuelle entre la grande distribution et les fournisseurs. Et ce qui me remonte sur mon bureau depuis le terrain, c'est que la guerre des prix continue, qu'il y a encore des PME de l'agroalimentaire qui souffrent. Donc, il faut agir. Et j'agirai avec le ministre délégué à la consommation pour que les négociations soient plus équilibrées. Et c'est d'ailleurs un des objets de la loi Hamon que de fixer une règle du jeu plus claire et un renforcement considérable des moyens de sanctionner les déséquilibres des relations commerciales. Vous m'interrogez sur le pacte de coalition en Allemagne. Il est probable, il n'est pas fait. Et je crois que nous avons encore probablement un mois à attendre pour avoir un gouvernement, un mois au moins, d'après les informations dont je dispose, parce que chez eux, l'acte que constitue le pacte de coalition est en réalité tout à fait codifié, presque notarié, mais il n'y a pas d'interstice. Bon, je pense toutefois que ce sera la coalition, il n'y en a pas d'autres disponibles. L'alternative, ce serait des élections en Allemagne qui ne profiteraient à personne. Je ne parle pas électoralement, mais qui sont une perte de temps. Mais ce sont les Allemands qui vont former cette coalition. Il est vrai que la question de l'instauration d'un salaire minimum est portée par le SPD. Il est vrai que c'est la priorité essentielle de ce parti. Il est vrai dès lors qu'il est vraisemblable que cela arrivera. Et si c'était le cas, je pense que c'est de nature à réduire les inégalités et à soutenir la demande intérieure. Et c'est une contribution possible de l'Allemagne à la réduction des déséquilibres à l'intérieur de la zone euro, dans un sens qui soit favorable à la croissance de cette zone. Vous avez vu des notes qui ont fuité du Trésor américain sur l'Allemagne, je ne les fais pas miennes. Mais c'est vrai que la question qu'elle soulève, c'est la question d'une approche plus coopérative de la croissance en Europe, et du fait que les pays qui ont des excédents doivent contribuer à leur place à la croissance des autres, la croissance des autres contribuant à son tour à leur propre croissance. Il faut créer ce cercle vertueux-là. Sur le préfinancement du CICE, je partage votre appréciation sur le fait que le dispositif a bien fonctionné, mieux qu'attendu. Un point cependant, car il faut se dire les choses, PPI France a tenu et même dépassé son objectif, il faut l'en saluer. Mais du côté des banques privées, la mobilisation a été plus tardive. J'en tire deux conclusions. La première, c'est que nous avons bien fait de créer BPI France. Et la seconde, c'est que le mécanisme de préfinancement se poursuivant l'année prochaine, très important,
que les banques privées montent davantage en puissance. Il faut maintenir sur elles la pression. Sur l'innovation et les mesures sur les PME, beaucoup a été fait, notamment sur l'achat public, pour lequel il y a un immense changement de culture à opérer. Sur les mesures du plan innovation annoncé hier par le Premier ministre, je vais m'en tenir au sujet de mon ressort, si vous le permettez, les sujets financiers. L'objectif, c'est de renforcer le financement des PME de croissance avec 2 niveaux d'action. Un niveau public, une mobilisation de 1,1 milliard d'euros par 2 fonds spécifiques de BPI France sur certaines filières, comme les écotechnologies, l'autre sur le capital développement, pour prendre là 2 exemples très importants et très forts. L'idée, c'est d'avoir des participations de 10 à 30 millions d'euros dans des PME pour les amener à devenir des ETI. Parce que c'est de ça dont nous manquons, au fond, c'est de ce Mittelstand. Nous avons des grandes entreprises leaders mondiales, beaucoup sont très présentes à l'international. Nous avons aussi énormément de PME. Il nous faut consolider le tissu des ETI exportatrices, innovantes. C'est comme ça qu'une nation redevient compétitive. Et aussi, il y a le niveau d'action privé, l'objectif étant de constituer une sorte d'industrie financière de l'innovation en France. Et à cet égard, il y aura en loi de finances rectificative une proposition de nouvelles mesures pour inciter les grandes entreprises à investir dans des PME qui font 15% de recherche et développement. Ce sera un dispositif d'amortissement fiscal que je présenterai dans quelques jours. L'objectif, c'est d'augmenter de plus de 30% ce mode de financement des start-up en France. Sur les assises de la fiscalité, elles visent à mettre à plat les grandes questions qui se posent à propos des principaux impôts pesant sur les entreprises, pour moderniser la fiscalité, pour adapter la structure de la fiscalité. L'organisation est encore à parfaire. Elle serait inspirée des assises de l'entrepreneuriat, avec des groupes thématiques présidés par des personnalités qualifiées, proches du milieu de l'entreprise. Je vous en dirai un peu plus dans quelques semaines, mais il y a une chose qui pour moi est très claire, c'est qu'il faut impliquer fortement les parlementaires, à la fois dans les groupes de travail et au sein d'un comité de pilotage et de coordination. Et quand je pense aux parlementaires, je pense au premier lieu, il faudra qu'on définisse des mesures au président des commissions des finances et aux rapporteurs généraux des commissions des finances. Ça, c'est beaucoup l'ont demandé, il y sera fait droit, j'allais dire de manière tout à fait naturelle. Ces assises débuteront à la fin de l'année et se dérouleraient jusqu'au printemps de l'année prochaine. Pourquoi faire? Pour faire en sorte qu'on puisse anticiper sur le PLF 2015 de la manière la plus claire. Il y a eu des épisodes divers, des épisodes sans concertation, c'est très malheureux, des concertations qui n'ont pas abouti. Là, cette année, pas tout à fait abouti. Et quand ça n'aboutit pas, il faut agir. L'année prochaine, l'objectif, c'est d'avoir un dispositif qui soit prêt en amont, de façon à pouvoir construire la partie fiscalité des entreprises du PLF 2015 sur une base consensuelle. Et c'est une tâche que nous partagerons avec les parlementaires. Sur les travaux du Haut Conseil, je respecte totalement le Haut Conseil. Sa tâche principale, il faut la rappeler tout de même, c'est de se prononcer avec une portée extrêmement forte, puisqu'il peut entraîner même une forme d'inconstitutionnalité sur la trajectoire de croissance et sur les trajectoires de finances publiques en second lieu. Il peut par ailleurs donner un certain nombre d'avis ou d'opinions sur des sujets. Pour ma part, je dis que le crédit d'impôt est un allègement de charges. Je note que le comité de suivi a déjà dit qu'il avait ou créé ou évité de détruire 30 000 emplois. Donc je pense que nous serons tout à fait sur le rythme des 90 000 qui était indiqué. S'agissant de la transformation du CICE, le CICE, c'est une mesure qui est pour le quinquennat. C'est très important que les entreprises puissent anticiper dans la durée. Après, s'il y a des adaptations à réaliser, il faut compter sur nos réflexions sur le coût du travail et sur les travaux du comité d'évaluation. Mais c'est une mesure qui doit s'inscrire dans la durée. Parce qu'au fond, qu'est-ce que je retiens, moi, de ces 18 mois dans ce secteur toujours important, délicat, qui est la fiscalité, c'est qu'un mot très important, c'est d'être capable de construire de la stabilité, de la lisibilité. Notamment pour les entreprises, pour l'investissement, parce que je répète que c'est ça la ligne directrice, en tout cas de cette partie de la politique économique que je défends ce soir, agir pour que les entreprises puissent investir,
pour muscler la croissance et stimuler l'embauche. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de ces réponses très directes à nos différentes questions. Et maintenant, je suppose qu'un certain nombre de collègues vont souhaiter vous interroger. J'ai tout d'abord une demande de parole d'Éric Doligé. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je dois dire que avant d'entrer dans cette salle, j'étais très pessimiste et à vous entendre, je suis devenu très optimiste. Et je dois dire que M. Marc en a remis une couche, si j'ose dire, et ma joie intérieure est totale en ce moment. Effectivement, quand j'ai entendu parler de redressement productif, de redressement compétitif, etc., bon, je me dis que finalement, je devrais venir plus souvent dans cette salle pour écouter la bonne parole. Le problème, c'est que moi, je vis sur un territoire, hein, où il y a des entreprises, où il y avait des entreprises, et je regardais tout à l'heure le journal de mon voisin, enfin celui qui n'est plus là, et de ce soir, un journal du soir, et qui avait en grande manchette « La France frappée par plus de 1000 plans sociaux en un an ». Et je constate que sur mon territoire, dans mon département, je n'ai jamais vu autant, et en ce moment ça tombe tous les jours, si j'ose dire, des plans sociaux en grande quantité, avec des entreprises importantes, et de plus en plus d'entreprises qui connaissent ces difficultés, et on me répond mais vous inquiétez pas, il y a un délégué au redressement productif sur le territoire et tout cela va s'arranger, et en plus on vient de nous mettre un DIU ou un DUI ou je ne sais plus ce que c'est, quelqu'un qui est chargé des investissements de plus de 3 millions sur les territoires, et l'on a le sentiment que nous, collectivités, nous sommes de plus en plus mis de côté et que l'État vient voir les entreprises en difficulté et que les choses se passent entre Bercy et le territoire et qu'on n'est même plus avisé des problématiques, voire parfois même les préfets ne sont pas avisés des difficultés que connaissent des entreprises et que connaissent Bercy. Alors moi je pense qu'il y a là un vrai problème. C'est bien de mettre des choses en place, mais quand on voit les résultats, on peut être quelque peu inquiet. Alors, vous avez dit qu'il faut anticiper dans la durée pour les entreprises. On est tous d'accord. Je pense que les entreprises demandent de l'anticipation et de la durée. Problématique, c'est que lorsque l'on regarde et lorsque l'on écoute les syndicats professionnels, voire les entreprises qui doivent venir s'implanter en France, mais j'ai entendu qu'il y avait 20 milliards d'investissements et qu'on était 4 fois plus fort que l'Allemagne, mais quand on écoute les entreprises, elles demandent de la stabilité fiscale. En ce moment, j'entends dire par les entreprises qu'elles ont quelques soucis en matière de stabilité fiscale, que ce soit une stabilité nationale ou une stabilité locale, puisque localement, il y a aussi des hausses sur le terrain. Donc, y a-t-il des conditions pour anticiper la durée pour les entreprises? J'ai entendu parler aussi de la mobilisation de l'achat public. C'est bien de mobiliser l'achat public, mais faudrait-il encore que les collectivités aient la capacité de passer des marchés? Et actuellement, nous connaissons également de grandes difficultés sur nos territoires. Les collectivités baissent, alors ça c'est pas un chiffre que vous nous avez donné, mais baissent le niveau de leurs investissements. Alors sur les 20 milliards dont a parlé tout à l'heure notre collègue Marc, j'aimerais savoir ce que cela comprend, parce qu'on nous dit qu'il y a 20 milliards d'investissements étrangers. Comme il l'a dit de façon assez synthétique, est-ce que c'est 20 milliards uniquement dans l'industrie, ou est-ce que c'est 20 milliards quand on compte le club de foot Paris Saint-Germain, quand on compte le Qatar qui achète des immeubles, etc., etc. Donc tout ça est intéressant et serait peut-être intéressant à connaître, mais probablement que je me trompe totalement et que ça doit être uniquement dans l'industrie. En tout cas, je l'espère. Mais je dois vous dire qu'entre votre discours qui est très intéressant, qui remonte le moral, et puis entre ce que l'on vit au quotidien, je crois qu'après-demain, on va d'ailleurs à Bercy pour discuter d'une très grosse entreprise qui a des grosses difficultés. Et je n'ai pas vu depuis un certain temps un seul redressement se faire sur notre territoire, et je n'ai pas vu depuis 20 ans, donc je fais large, une seule fois un responsable de l'État qui venait implanter une entreprise sur notre territoire. Donc je suis très surpris de ces changements de méthode qui mettent les collectivités sur la touche. Donc si l'on veut avancer, il faut avancer tous ensemble, mais pas se dire il y a l'État d'un côté, puis les collectivités, elles vivent leur vie. Voilà, je suis désolé mais peut-être que vous allez me remonter à nouveau le moral. Vous savez, c'est toujours en dents de scie ces choses-là, et l'important c'est de partir avec le moral plutôt que partir avec quelques inquiétudes. Alors, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, si les interventions doivent être en dents de scie ou variées, je vais à présent passer la parole à Monsieur le Ministre Edmond Hervé.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais tout d'abord vous dire que j'adhère totalement à votre discours et j'ai 3 points à évoquer. Vous avez cité le cas de certaines entreprises de l'agroalimentaire. J'insiste sur certaines. Nous connaissons les voies qu'il faut suivre concernant ces entreprises agroalimentaires qui peinent. Première voie, c'est la valeur ajoutée. Bon nombre d'entreprises dans ce secteur n'ont pas su, pour différentes raisons, saisir l'importance de la valeur ajoutée. Deuxièmement, il est important que nous reconstruisions des filières. Sans filière, il n'y a pas d'avenir, mais une concurrence effrénée qui débouche nécessairement sur une certaine mortalité. Et puis, il est aussi important de dire qu'il n'y a pas en France que les grandes centrales commerciales. Vous avez cité l'Allemagne. L'Allemagne est le pays dans lequel le commerce de proximité est le plus développé. Et, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, lorsque j'évoque le commerce de proximité, je ne cite pas ce qu'on appelle traditionnellement les circuits courts. C'est 2 choses totalement différentes. Je pense aussi qu'il y a un travail de repérage à faire concernant les entreprises. Et là, il me semble que les établissements consulaires ont un rôle à jouer. Lorsque j'évoque travail de repérage, c'est voir quelle est l'entreprise qui est susceptible de se développer, on sait. Et d'autre part, travail de repérage, cela concerne la succession des managers au moment de certaines transitions. C'est un point qui est extrêmement important. Et puis, dernière interrogation, je m'interroge sur l'utilisation qui aujourd'hui est faite par certaines entreprises, y compris de l'agroalimentaire, des résultats des centres de recherche et d'innovation. Il est important qu'il y ait des passages, qu'il y ait des passerelles, qu'il y ait un dialogue, et nous savons tous que c'est ce temps de passage qui est extrêmement important parce que plus il est court, plus il est efficace. Deuxième type de question, lorsque l'on s'interroge, comme vous le faites, sur l'Allemagne et les pays nordiques, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a eu un basculement fiscal des entreprises sur les particuliers. Et à ce point, j'aimerais que vous nous disiez quel est votre sentiment sur un engagement du candidat François Hollande relatif au rapprochement de la CSG et de l'IRPP. Je dois vous dire, Monsieur le Ministre, que je suis un ferme partisan de ce rapprochement. Et dernier point concernant les collectivités territoriales, un collègue l'a évoqué, n'oublions pas que les collectivités territoriales représentent aujourd'hui près de 12 ou 15% du produit intérieur brut. Et ce sont des commandeurs et des passeurs d'activités tout à fait exceptionnelles, d'autant plus qu'il y a des besoins. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre et Monsieur le Président. Merci beaucoup à Monsieur Edmond Hervé. La parole est à Monsieur Yannick Botrel. Merci, Monsieur le Président. Bon, mon intervention va dans le même sens que celle d'Edmond Hervé. Et vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, les relations commerciales entre la grande distribution et les industriels. Et il est vrai que il y a là un déséquilibre qui n'est pas sans rapport aujourd'hui avec les difficultés que peuvent rencontrer ça et là des entreprises agroalimentaires. Je veux dire aussi que c'est un sujet récurrent. Lors de l'examen de la loi de modernisation de l'agriculture, c'est un sujet qui a été beaucoup évoqué et du reste sur tous les bancs et dénoncé d'une certaine manière par les uns et les autres. Alors, en dépit des intentions de rééquilibrage qui ont été affichées alors, on a le sentiment que rien de probant n'est sorti de cette loi. Et il avait été en particulier mis en place un observatoire des prix et des marges, dont je ne doute pas qu'il fonctionne, mais dont je n'ai pas perçu quelle était véritablement la production et l'influence de sa production sur la situation que je viens de décrire. Mais la vraie cause évoquée par Edmond Hervé, ne tient-elle pas, ne réside-t-elle pas dans le fait que la France ne compte que 5 ou 6 centrales d'achat, là où dans d'autres pays voisins, l'Allemagne en particulier, il y en aurait plus d'une centaine. Et que donc
Ces centrales d'achat, adossées au même nombre d'anciennes, font que quoi qu'il advienne, et quoi que l'on tente, semble-t-il, la concentration des référenceurs fait leur jeu. Et que le risque est grand pour les référencés, dès lors qu'il y a un conflit ou une discussion même qui peut jaillir entre eux, cela nécessairement se retourne contre le référencé parce qu'il n'a pas la capacité de résister à ces enseignes. Et à tel point d'ailleurs qu'on nous dit que sur les marges arrières qui étaient pratiquées par la grande distribution jusqu'à une certaine époque, elles auraient même en la matière trouvé la parade aux dispositions qui ont été prises pour éviter cela. Donc voilà, le sens de ma question est celui-là, savoir si dans ce déséquilibre qu'il y a dans les relations commerciales, il peut être envisagé des solutions tout à fait concrètes. Merci beaucoup, chers collègues. Le sujet que vous avez abordé est l'un des thèmes chers au président Jean Arthuis, mais qui va peut-être intervenir sur une autre question. Oui. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je suis confus. Je n'ai pas pu bénéficier de ces paroles qui portent à l'optimisme et à la confiance. Mais le témoignage d'Éric Doligé est un grand réconfort pour moi. Notre collègue Botrel vient d'évoquer une question. J'avais déposé un amendement sur un texte récent qui était la lutte contre la fraude fiscale. Et le ministre chargé du budget m'a assuré que cet amendement pourrait être utilement repris et accueilli favorablement par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances ou de la loi de finances rectificative. Et il s'agit de contenir ces opérations qui permettent à la grande distribution de percevoir des marges arrière liquidées dans des officines qui sont en Suisse ou en Belgique. On peut considérer que ces pratiques sont contestables. Et en effet, je vais déposer à nouveau cet amendement. Mais je voulais vous demander, Monsieur le Ministre, si vous ne rêvez pas, pour le pilotage des finances publiques, d'agréger le PLFSS et le projet de loi de finances pour permettre à chacun d'entre nous, et peut-être aussi au gouvernement, d'avoir une vision plus claire, plus cohérente de l'ensemble des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires, car on voit qu'il y a finalement deux discussions sur les prélèvements obligatoires, l'une à l'occasion du PLFSS, l'autre à l'occasion du PLF, et que ça n'est pas une bonne méthode pour s'efforcer d'orienter les prélèvements obligatoires. Et sur les prélèvements obligatoires, revenons sur l'agroalimentaire, je voudrais souligner les risques de délocalisation de l'élevage dans l'ouest de la France en particulier, et naturellement de la disparition d'un certain nombre d'entreprises agroalimentaires. Récemment, nous avions un débat sur les délégations de main-d'œuvre entre les pays d'Europe de l'Est et notamment la France ou l'Allemagne. Et on voit bien, et ceci se vérifie en Bretagne, nous avons aujourd'hui des agents qui, sous le couvert de prestations de services internationales, interviennent dans les travaux publics, dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, Monsieur le Ministre, si vous alliez observer ce qui se passe dans nombre de commandes publiques dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'État, vous ne seriez pas déçus. C'est vrai aussi dans l'agroalimentaire. Je puis citer le cas d'une usine, d'un abattoir de porc en Mayenne à Évron, du groupe Socopa, Bigard. L'heure d'ouvrier est à 10 € supérieure à l'heure d'ouvrier dans un abattoir allemand. Et donc là, on a un vrai risque. Et tirant les conséquences de cette situation, ne croyez-vous pas que dans les réformes des prélèvements obligatoires que nous pourrions articuler, il y en est une qui pourrait consister, à l'heure de la mondialisation, à cesser de taxer la production. C'est vrai pour les charges sociales. Taxer la production, c'est organiser la délocalisation. Pensez-vous que nous puissions avancer dans cette voie et substituer à l'impôt qui affecte la production un impôt qui porterait sur les produits et qui par conséquent serait neutre,
quel que soit le lieu de production de ces produits mis sur le marché en France. Merci beaucoup au président Jean Arthuis. Monsieur le ministre, voilà beaucoup de sujets auxquels vous allez vous efforcer de répondre. J'aurais souhaité, in fine, revenir en quelques mots sur une problématique que vous avez vous-même évoquée et qui est celle du financement des entreprises par le système bancaire. François Marc rappelait que la semaine dernière, nous avons eu, comme nous le faisons périodiquement, une rencontre avec le bureau de la Fédération bancaire française qui a naturellement, une fois de plus, appelé notre attention sur l'évolution des normes européennes et globales en matière de solvabilité des banques, en matière de liquidité des banques, ceci conduisant, selon nos interlocuteurs, à faire évoluer progressivement, mais irréversiblement, le modèle de financement de l'économie française vers une situation où l'intermédiation bancaire perdrait du terrain au bénéfice du financement direct des fonds propres des entreprises par les marchés. Et cette analyse semble assez imparable compte tenu de la rigueur des normes qui vont s'appliquer dans les années qui viennent et que les acteurs professionnels ont plutôt intérêt à anticiper. Ma question porte, Monsieur le Ministre, sur la cohérence de la politique fiscale actuellement conduite avec cette évolution de fonds. Lorsque les dividendes font l'objet de prélèvements fiscaux plus lourds, lorsque le régime fiscal de l'assurance vie est en cours de réexamen et que ce réexamen est susceptible de déboucher sur des dispositifs différents, et d'autres exemples pourraient être pris lorsque la taxe sur les transactions financières ne trouve réellement à s'appliquer que sur les transactions qui portent sur des actions et beaucoup plus difficilement sur d'autres produits financiers. Est-ce que l'on n'organise pas un effet, un biais défavorable de compétitivité pour nos entreprises, sachant que la structure du financement de l'économie française est elle-même très spécifique par rapport à celle qui peut prévaloir sur d'autres territoires au sein d'États européens voisins et amis. Voilà, Monsieur le Ministre, beaucoup de préoccupations de fond que les uns et les autres ont exprimées. Ce rendez-vous, cette libre discussion me semble particulièrement utile, comme le seront sans doute ces assises portant sur la problématique de la fiscalité des entreprises et bien entendu, si tel ou tel d'entre nous est appelé à y participer, nous ne nous déroberons pas. Vous pourrez toujours compter sur les sénateurs, en particulier membres de la Commission des finances, pour avancer tranquillement, calmement dans ces problématiques. Je commence par ce dernier point pour vous dire que c'est pas si, vous le serez, j'en prends l'engagement. C'est quelque chose qui a été évoqué par le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Cette sensibilité a été entendue et la réponse qui sera apportée, c'est qu'il y aura en effet, et dans les groupes de travail et dans un comité de pilotage et de coordination, des représentants des deux assemblées, à commencer par les présidents des commissions des finances et les rapporteurs généraux dans leur rôle institutionnel qui contribueront utilement à ces travaux. Il faut en effet que cette association soit faite en amont. Et donc là, c'est un engagement très précis que je prends devant vous. Il reste encore à fixer la maquette, le calendrier. On en discute aussi avec les acteurs eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas réformer la fiscalité des entreprises contre les entreprises. C'est un fait. Il faut en même temps que les entreprises acceptent des vraies réformes. Ça, c'est nécessaire. Je vais répondre là-dessus, notamment au président Arthuis. Aussi bien à M. Doligé qu'à Jean Arthuis, je veux dire que je ne suis pas là pour faire
du béni oui-oui ou de la méthode Coué ou dire tout va bien. Non, je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on fasse de l'ironie entre nous sur ces sujets-là. Il n'y a pas de dérision à avoir. On est sur des sujets extrêmement graves, extrêmement lourds, qui touchent des hommes et des femmes sur l'ensemble de nos territoires et sur lesquels nous nous battons, élus de droite, élus de gauche. Moi, jusqu'à ce que je devienne ministre de l'économie et des finances, j'étais président d'une agglomération. Vous voyez où elle est, vous voyez ce qu'elle subissait et ce qu'elle subit encore, la crise de l'automobile. Et je sais le nombre de boîtes pour lesquelles on s'est battu directement avec mes équipes, là encore, toute sensibilité politique confondue. Et donc, je ne cherchais pas à insuffler un optimisme idiot. Je ne suis pas dans cette optique-là. Je suis invité par vous pour parler des effets du pacte de compétitivité. Et ce que je vous dis, c'est que nous avons déployé un ensemble de mesures sans précédent, extrêmement étendues, et qui portent leurs fruits. Mais je sais aussi ce qu'est la situation des plans sociaux aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous dire que par un coup de baguette magique, et parce qu'il y a eu le pacte de compétitivité, tout est fini. Pas du tout. Évidemment, ce sont des remarques qui concernent peut-être plus directement mon collègue Arnaud Montebourg, mais je suis à ses côtés. On est solidaires. Personne ne nie les difficultés, personne ne nie qu'il y a des plans sociaux. Nous vivons les plans qui sont aussi le résultat de 5 années de crise, de certaines mutations économiques. Il y en a. Et ce que nous nous efforçons de faire, c'est, quand il y a des plans, c'est répondre, et notamment dans le cadre de mes compétences, pour ma part, j'ai porté à l'Assemblée un projet de loi d'habilitation pour simplifier la vie des entreprises, qui permettra de porter une ordonnance pour, par exemple, réformer le droit des faillites avec 2 orientations: inciter aux procédures amiables pour éviter les redressements judiciaires et améliorer la situation des créanciers pour pousser les banques à apporter des financements en accompagnement des restructurations. Nous débloquons des moyens financiers. Le gouvernement se bat, c'est normal, pied à pied. Si des coordinations, monsieur le sénateur de l'IG, peuvent être améliorées avec les élus locaux, les commissariats, les commissaires au redressement productif sont là pour ça. Mais il y a, de ce point de vue-là, un ministre qui est et sera à votre écoute sur ce terrain-là. Voilà donc pour cette audition de Pierre Moscovici, le ministre de l'économie et des finances, qui était auditionné par la commission des finances du Sénat, commission présidée par Philippe Marini. Il était auditionné à propos du pacte de compétitivité. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'activité parlementaire, eh bien cet après-midi à 16h30 avec Delphine Girard à propos du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire.